Tu vois, les nouveaux récits. On a besoin de l'écrire, on a besoin de le voir, on a besoin de l'entendre. Nouveau récit, C'est vrai que de nouveaux récits, ça parle de plus en plus. c'est important pour le chemin qu'on a. Nouveau récit. Le nouveau récit, c'est ce qui m'a plu à venir aussi. Ils sont nouveaux, ces récits. Nouveau récit. Nous avons toutes et tous une histoire à raconter, une cause à défendre, une voix à faire entendre. Je suis Fouad Souak et Nouveau Récit est un podcast produit par Précis. Nouveau récit. Érable s'est donné une mission, et je dirais que notre mission de départ était réellement celle d'être une passerelle entre une partie des épargnants et de l'autre côté ce qu'on appelait des projets à impact, donc le terme est vague, mais qui désignait essentiellement des startups avec une ambition d'impact environnemental et ou social pour leur permettre finalement d'apporter des fonds à ces sociétés-là, de placer dans ces sociétés-là pour qu'elles se développent. Et je dirais que cette vision de départ, elle naît de deux constats. Un premier constat qui nous a beaucoup alerté, qui était le chiffre de l'épargne en fait en France. On parle de 6 000 milliards en France. Ouais. Et c'est quelque chose qui est assez fort, je trouve, à mettre au regard de, j'allais dire plutôt de parfois la morosité économique ambiante dans laquelle on baigne, où là il y a eu beaucoup de discussions ces dernières semaines sur les projets de loi finances, sur le fait que la puissance publique pouvait plus difficilement aider les entreprises. Et d'avoir en fait ce chiffre-là montre qu'il y a quand même un levier d'action qui est important. Et ensuite, l'autre chiffre qu'on allait beaucoup regarder, c'était celui du rapport Pisani-Mafous qui est sorti il y a 1 an et demi, je pense maintenant, sur les besoins en France d'investissement annuel d'ici 2030 pour l'adaptation aux conséquences du réchauffement climatique, qui était à 66 milliards par an. Et en fait, quand on fait ce rapport-là, on se dit, en prenant finalement une partie plutôt minoritaire de l'épargne, on pourrait solutionner une partie de ces problèmes-là. Donc évidemment, c'est pas aussi simple que ça. Et du coup, nous, là on a continué un peu, on est parti de ce constat-là et on a continué à creuser le sujet. Ça a été vraiment de se dire, qu'est-ce qui fait en fait que les gens n'y vont pas forcément ? Et notamment parce que quand on fait des études d'opinion, l'AMF en avait sorti une il y a quelques années, on a une majorité des gens qui se disent sensibles à leur placement, etc. Et en fait, la conversion se fait peu. Et du coup, la réflexion qu'on a eue a été de se dire, peut-être que le sujet n'est pas finalement sur le manque de projets, parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent, il y a des entreprises qui sont déjà établies et qui travaillent sur ces sujets-là, ni forcément le manque de volonté de la part des citoyens et de fait des épargnants, mais peut-être qu'au milieu, la manière de les mettre en relation n'était pas encore là. Et donc, je dirais que si on parle de vision, de mission, nous, il y a vraiment eu ce focus de se dire, OK, comment on peut agir à cet endroit-là, qui est l'endroit de l'intermédiation, de la mise en relation. Aujourd'hui, si on rentre un peu dans le technique des instruments financiers, la question, c'est de savoir déjà quels sont les outils à disposition du français lambda pour investir son épargne dans des projets d'intérêt général à impact et favorisant la transition écolo. Exactement. Et donc, en fait, aujourd'hui, même si on sort, du scope des produits à impact, si on se dit comment est utilisé, où est placé mon argent, on va avoir une majorité qui est sur ce qu'on appelle des livrets réglementés, comme le livret A, par exemple, ou de l'assurance vie, qui sont, les instruments typiques. Et d'ailleurs... Parmi ces... Tu as dit 6 000 milliards d'épargne aujourd'hui en France. Et là, tu es en train de nous expliquer, et je ne sais pas si tu as les chiffres, comment sont ventilés ces 6 000 milliards. Ouais, exactement. En fait, on a une large majorité qui va être sur des livrets réglementés et de l'assurance vie. Et derrière... Le fameux LDD. Voilà, exactement. Livret de développement durable qui a été lancé. Et en fait, qui sont des outils qui sont pertinents. Et l'idée n'est pas même le livret A, en fait. Le livret A finance aussi notamment une grosse partie du parc HLM, etc. Donc, on est aussi sur des enjeux sociétaux importants sur ces actifs-là. Néanmoins... Est-ce que déjà le livret A finance le parc HLM et est-ce que ça finance aussi l'isolation et la rénovation de ces résidences HLM
notamment en fait pour la question d'économie énergétique, tu vois. Tu le sais ça ou pas? Alors, dans le détail, je ne saurais pas te dire si ça finance directement ces enjeux de rénovation, mais en tout cas, c'est de l'argent qui est fléché vers, j'allais dire, ces actifs d'immobilier qui remplissent un enjeu social fort. Et donc, ensuite, au-delà de ces actifs-là, l'autre sujet qu'on va avoir dans les placements financiers, c'est que derrière, une fois qu'on sort de ces logiques d'assurance vie, on va avoir une partie qui va être placée directement sur des entreprises cotées ou alors ce qu'on appelle des trackers sur ces entreprises-là, des ETF par exemple, qui est un mot qui est peut-être un peu plus connu j'allais dire... vite fait, je pense. Tu peux nous expliquer? Voilà, en fait, qui va être un tracker d'un indice financier, par exemple le CAC 40, est placé sur l'ETF du CAC 40, et donc qui ne va pas être de l'investissement en direct dans ces sociétés-là. Ce qu'il faut expliquer quand même, c'est que les ETF, c'est, on va dire, plutôt un panachage d'actions ou d'obligations, de titres financiers. Et le tracker, c'est la manière dont on identifie un de ces éléments, un de ces actifs dans l'ETF. Exactement. En fait, c'est comme si on positionnait, en fait, on prenait une position sur l'ensemble donc, des actifs qui composent le CAC 40. Et ensuite, on va pouvoir venir placer sur un fonds qui va suivre l'indice du CAC 40. Et donc, on a une partie qui va partir dessus. Et derrière, une partie beaucoup plus minoritaire qui va aller sur ce qui reste encore aujourd'hui des placements alternatifs, qui vont être, on va avoir évidemment les crypto-monnaies, on va avoir le private equity, et en fait, qui constitue cette partie private equity, j'allais dire une partie ou des fonds obligataires également, qui constituent un peu l'argent qui, là, va aller directement être fléché sur des sociétés non cotées. Et de sociétés non cotées, ça rejoint tout ce qui va être une partie des ETI, les PME, les startups, etc. Et qui reste aujourd'hui un placement évidemment minoritaire. Alors, ce n'est pas un sujet en soi que ce soit minoritaire, parce que quand on place son épargne, c'est important aussi d'être conscient des risques. Et donc, évidemment, mettre en direct dans une société non cotée versus mettre sur un tracker des plus grosses sociétés françaises, ce n'est pas le même niveau de risque. Néanmoins, aujourd'hui, je pense et là, on pourra rediscuter du problème à l'envers, c'est-à-dire que là, on est parti du prisme de l'investissement, mais on pourrait repartir du prisme du financement. On va avoir en fait un manque, j'allais dire, de fonds qui vont être fléchés directement vers ces entreprises-là, qui vont leur permettre de se financer. Et c'est un enjeu assez important si on revient à notre problème de la transition environnementale, parce que finalement, même si demain, je mets sur un tracker d'entreprises dites vertes, ça va être une incitation pour ces entreprises-là pour récolter ces fonds, à mieux agir pour être potentiellement demain dans le tracker, avoir une meilleure cotation boursière, etc. Mais ça ne va pas être de l'argent qui va être investi directement pour leur permettre de transitionner. Ça, c'est intéressant ce que tu dis. Je pense qu'on va ralentir un petit peu parce que ce que tu évoques, c'est les deux facettes d'une même pièce. Ça veut dire qu'il y a d'un côté la facette de l'investissement et de l'autre, la facette du financement. Moi, je renvoie d'ailleurs à une conversation absolument passionnante que j'ai eue à Nouveau Récit avec Philippe Leduf, qui est le propriétaire et le gérant du manoir des abeilles. Donc lui, il est vraiment dans la transition écologique. On sait tous ces problématiques liées à la disparition des abeilles. Et donc on a eu toute une discussion sur la déconnexion aujourd'hui de la bourse, de la finance et de l'économie réelle. Donc, parce que l'enjeu, en vérité, il est Exactement. Là. Et donc aujourd'hui, quand on met son pognon dans un livret ou dans une assurance vie, ça veut dire qu'on va financer des entreprises dites publiques parce qu'elles sont cotées en bourse. Et ce que l'on fait, c'est pas autre chose, non pas effectivement de financer cette entreprise parce qu'elle a été financée une fois qu'elle a été introduite en bourse. Non, on ne fait que, par de l'intermédiation, racheter des titres à quelqu'un qui se sera enchéri ou qui sera un petit peu paupérisé en fonction du titre et de la valorisation boursière. Tu vois. Donc aujourd'hui, les épargnants, hormis, on reviendra effectivement sur le private equity, les business angels et la capacité aussi, sous un autre format, de financer ces entreprises, en tout état de cause, sur vraiment les livrets, à proprement parler, on n'a pas la possibilité de financer en direct des entreprises qui ne sont pas du CAC 40.
Alors, en plus, si on reprend l'assurance vie, on a quand même une majorité sur l'assurance vie qui part sur du support euro. Oui. Et donc là, du monétaire. Du monétaire et qui va financer aucune entreprise. Mais oui. Et donc, c'est un sujet parce que derrière, si on reprenait le problème à l'envers, en fait, si on peut se positionner que du point de vue de l'investisseur, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire, ça permet évidemment de diversifier son risque, mettre sur un tracker, ça va être moins risqué que mettre sur uniquement une entreprise, etc. Par contre, si on se positionne du point de vue du besoin en financement, donc on repart du chiffre du départ sur le rapport Pisani-Mahfouz, on sent aujourd'hui, et même on le voit au niveau des PME, du nombre de défaillances qu'on a, on est sur quasiment 30% de défaillances supplémentaires par rapport à 2019, qui est un peu le référentiel pré-Covid sur les PME. Il y a un vrai enjeu du financement de ces entreprises-là. Et donc on se retrouve un peu, on revient. Quelle dimension à peu près ces entreprises en termes de taille d'entreprise? Alors quand on parle de PME par rapport à de CTI, ça regroupe un large scope parce que ça intègre aussi tout ce qui est TPE, donc des entreprises de moins de 10 salariés. Et donc aujourd'hui, l'ensemble des PME, TPE compris, ça représente à peu près 99% du tissu d'entreprise en France. Et ça doit faire à peu près 50% de l'emploi salarié, je dirais.